Alors, on avait démarré une série de 3 vidéos, donc c'est la troisième aujourd'hui avec Caroline Lagouge, qui est conseillère en éducation pour une société de coopération et de créativité. Et donc, dans la première vidéo, on avait parlé du contexte, on avait parlé de cette pièce de théâtre, et puis dans la seconde, on avait mis l'accent sur la communication, le partage, le quotidien et l'apprentissage. Et dans cette série en fait, toute cette série, elle est basée sur une seule chose, c'est la sécurité intérieure et l'amour. Donc aujourd'hui, on va voir la découverte de soi, le développement, l'accompagnement aussi vers le potentiel de chacun de nous. Et puis, j'accueille tout de suite Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour Lénaïque, merci de m'accueillir à nouveau. Avec grand plaisir, surtout quand il s'agit de parler d'amour, ma foi, c'est tellement bon. Hein, on ne va pas s'en priver. Donc, alors, la découverte de soi dans l'éducation, ça, c'est très, très important. Et ce qui est important, c'est que c'est l'autre qui, au fond, va nous faire nous découvrir. C'est-à-dire que la découverte de soi, elle passe par une introspection ou bien par l'extérieur, qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Et donc, très rapidement, en fait, on est modelé par les projections des autres sur ce qu'ils comprennent de nous et qu'ils expriment. Exemple, oh mais tu aimes faire cela, par exemple du coloriage, on va dire, et du coup mettre l'accent sur le coloriage, alors qu'en fait peut-être qu'elle aurait préféré encore plus la peinture. Enfin voilà, vous voyez, on projette facilement sur les autres, hein, d'une manière générale, ce qu'on croit comprendre d'eux, hein, ce qui est tout à fait naturel. Donc, l'invitation, c'est encore une fois essayer d'offrir en fait à l'enfant ou à l'ado un nid ouvert. Hein, c'est-à-dire, c'est comme les questions fermées, les questions ouvertes. Hein. Les questions fermées, c'est tu réponds par oui ou par non. Les questions ouvertes, c'est comment vas-tu plutôt que de dire est-ce que tu vas bien. D'accord? On dit plutôt comment vas-tu. Ce serait de dire est-ce que tu veux faire de la peinture aujourd'hui ou qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Oui. Voilà. Tu veux faire de la peinture ou du cheval, Voilà. on laisse deux choix. En revanche, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ça laisse une ouverture Voilà. sur plein de réponses. Voilà, tout est possible. Hein. Il faut aussi tenir compte de ce qu'on a à faire, ce qui est pratique, etc. évidemment. Mais avoir en tête quand même que ce qu'on va verbaliser et ce qu'on va exprimer, c'est en miroir l'autre en face qui est vraiment une éponge, hein, petit et en grandissant, en fait, il va grandir en absorbant, hein, beaucoup ce qu'on lui propose, notamment, ça va être comme un miroir, c'est-à-dire, par exemple, moi je me souviens que quand j'étais petite, il paraît que, par exemple, ma marraine me disait que j'étais très colérique. Et, en fait, tout le monde n'a pas du tout ce souvenir-là. Et pour elle, j'étais une petite fille colérique. Hein. Elle m'avait un petit peu, voilà. Donc, se construire. Elle t'avait catalogué avec ce qu'elle avait vécu comme expérience avec toi. Peut-être qu'à un moment, tu as été très Exactement. colérique avec elle et elle Voilà. avait gardé cette image de toi. Absolument. Et donc, tu te construis avec l'idée que tu es quelqu'un qui est lié à la colère, etc., par un certain volet. Par exemple, parce que c'est ce qu'on te reflète, hein, mais et peut-être que tu te dis, tu te reconnais pas et du coup, encore une fois, tu as l'impression de ne pas être comprise ou compris et donc il peut y avoir une petite fraction entre les deux et se séparer, hein, se séparer parce qu'on a le sentiment donc de développer un sentiment de séparation parce qu'on ne se sent pas compris. Et en fait, quand on développe ce sentiment de séparation, ça veut dire que l'unité avec laquelle on arrive en perception, hein, on arrive
voilà, on est un, on sent bien notre unité. La personne qui s'occupe de nous, principalement, elle fait partie de cette unité, hein, la maman ou le papa qui est responsable de donner à manger, en tout cas au démarrage, c'est vraiment fait partie de l'unité, parce que c'est la survie, quoi, tout simplement. Donc, et c'est vrai que la découverte de soi, voilà, il ne faut pas oublier, voilà, quand on accompagne un enfant, d'avoir ça en tête, qu'est-ce qu'on propose en miroir? Et d'avoir cette conscience, en fait, d'ouvrir le miroir, d'ouvrir le miroir à quelque chose de large. Et puis, encore une fois, comme on a vu dans la vidéo, vérifier que nous avons compris, en fait, quand la personne n'est pas, quand l'enfant n'est pas clair ou on ne comprend pas bien, on n'est pas sûr, de vérifier, est-ce que tu m'as dit cela ou est-ce que j'ai mal compris, etc. Pour pas renvoyer quelque chose systématiquement et puis voilà, construire une relation basée sur quelque chose qui en fait était passager, comme tu l'as très bien exprimé tout à l'heure. Donc ça, c'est le miroir qu'on offre à l'enfant et à l'ado, parce qu'à l'ado, c'est pire encore. Le niveau de, comme tout est remis en question au niveau chimique à l'intérieur, il y a une telle transformation que c'est vraiment comme une tempête. On oublie. C'est vraiment la tempête. Pardon. On oublie d'ailleurs cet aspect, tu vois, ça me fait tousser. Parce que c'est vrai qu'il y a un tel changement hormonal, un tel changement, des fois, en tant que parent, on peut se dire, ah, mais de se tirer presque les cheveux, de se dire, ça va pas, je comprends pas l'autre, etc. Parce qu'on oublie aussi cet aspect de bouleversement chimique intérieur, quoi. Parce que peut-être que si on l'avait aussi en tête, ça nous donnerait un petit peu plus d'empathie avec nos ados. Bien sûr, il y a une chrysalide, hein. Et donc chez la chenille, hein, la chrysalide, c'est un moment calme où il y a vraiment une opération particulière. Et donc l'insecte s'isole du monde, hein, en créant un espace particulier. Et d'ailleurs, je me souviens d'un jeune ado de 12, c'était pendant sa période 12-13 ans, où ses parents se posaient vraiment des questions. Il s'enfermait dans sa chambre, il voulait voir personne. Et il rentrait de l'école, il voyait personne. Enfin, vraiment, lui, il l'a exprimé vraiment comme une chenille, quoi. Et tout le monde était. C'est insupportable pour les parents en plus. Mais voilà, c'était vraiment pas évident à vivre du tout du point de vue des parents. Et lui, il était très clair, très ferme. Il ne voulait pas partir en vacances, il voulait rester dans sa chambre. Enfin, vraiment, c'était. En fait, il a été fortement comme ça impressionné par cette période. En tout cas, il a réussi à avoir l'espace pour l'exprimer, ce qui est formidable, auprès de sa famille, qui, même si elle était inquiète, l'a laissé faire. Et en fait, une fois sa chrysalide passée, il s'est épanoui comme un jeune homme de manière très harmonieuse. Ça veut dire quoi, Caroline? Ça veut dire que les parents que nous sommes, si on a des ados justement qui se renferment sur eux, qui ne veulent voir personne, ne disent pas bonjour, viennent pas manger, parce que ça, je crois que dans toutes les familles. Après, cette crise, enfin, ou en tout cas cette transformation et ce besoin d'être seul est plus ou moins long en fonction des enfants. Mais combien de temps ça peut durer? Ou disons, après combien de temps je dois m'inquiéter ou pas? Ou est-ce que finalement, il faut laisser faire? C'est encore une question que j'ai envie de dire qui est au cas par cas, parce que tu vois, faut pas passer à côté d'une pathologie s'il y en a une, évidemment. Mais tant que l'enfant il fait ce qu'il a à faire pour être vivant, c'est-à-dire manger, dormir, j'ai envie de dire tout va bien. D'accord. S'il arrête de manger, là, ça commence on peut se poser des questions. C'est-à-dire que s'il en devient malade, là, on a des raisons de s'inquiéter. Oui. Voilà. J'ai le sentiment que, en global, hein, c'est pas une vérité, mais en global, tant que les signes de vie de ce substance
de dormir sont là. Voilà, moi je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter en fait, globalement quoi. Évidemment, si c'est accompagné de troubles du comportement du type des colères qui sont destructives auprès des autres, enfin, voilà, s'il y a un déséquilibre, mais s'il s'engage dans une bulle dont il a besoin, ou dont elle a besoin, et qu'il semble relativement équilibré malgré tout, quoi, quand on le voit, quand il apparaît ou quand elle apparaît. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter plus que la mesure. Si en classe, ça se passe à peu près bien, qu'il n'y a pas de drame, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est toujours dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, ça c'est clair. Donner des pistes, hein, de temps en temps dire, en fait, tu nous intéresses toujours, en fait, on comprend que tu as besoin de ça. Ça, c'est important d'être reconnu. D'accord. C'est-à-dire de laisser nommer. faire, mais pas lâcher prise au point qu'il pourrait penser que, en fait, quoi qu'il fasse, ou il ou elle, bien sûr, n'intéresse pas les parents, quoi. Évidemment. Non, ça, au contraire. Et il faut pouvoir dire, ce que je comprends, c'est que tu es dans une période de chrysalide. Comme la chenille, tu as besoin d'être tranquille et on respecte, on a besoin de savoir si tout va bien. Voilà, dis-nous s'il y a quelque chose, dis-nous s'il y a quelque chose qui va pas bien, on sera toujours là. Et puis tous les jours, demander, comme d'habitude, as-tu bien dormi quand on le voit avant d'aller à l'école. Voilà, je veux dire, garder le même contact, même s'il dit comme ça, Oui, voilà. c'est OK. Garder une communication, quoi. Bien sûr. Un espace ouvert, c'est-à-dire que même si l'adolescent est pour l'instant sur un mode fermé, les parents doivent veiller à garder l'espace ouvert en disant ok, tu as décidé. Parce que en fait, pour les parents, on a l'impression qu'ils font la gueule, les ados qui restent comme ça, non? Oui, là, on n'a pas vérifié en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que le truc de faire la gueule, cette expression, c'est un truc que j'ai jamais compris moi. Tu vois? C'est en dehors de. Mais vraiment, quoi, je ne comprends pas ce qui se passe quand les gens s'expriment de cette manière-là. Pour moi, c'est un phénomène incompréhensible. Je ne comprends pas. Et donc, c'est quelque chose que j'envisage pas, par conséquent. Je n'envisage pas qu'on me fasse la gueule, par exemple. Et c'est vrai que quand c'est arrivé dans ma vie, c'est d'une violence parce que je comprends rien, mais rien du tout. Alors, je me souviens pas que ce soit. Voilà. Je me souviens pas que ce soit arrivé avec mes enfants, c'est-à-dire sans que je sache. Hein, parce que faire la gueule, c'est ça. Hein, on ne veut plus te causer. Et en fait, il y a une interrogation. Et c'est quoi la raison? On ne veut plus te causer. Ok, donc là, tu es là, bon, c'est quoi le chemin? Et là, je ne comprends pas. Hein. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais donc, pourquoi l'ado pourrait faire la gueule, pour garder cette expression? Ça, je suis un petit peu en difficulté pour y répondre, sauf que bien souvent, on sait qu'il n'est pas respecté. Voilà, de par ses parents, de par ses frères et sœurs. C'est une période où la susceptibilité, elle est exacerbée. On est à fleur de peau pour ces raisons chimiques. On ne sait pas quoi faire de ces poussées de désir qui peuvent nous envahir et se demander si tout va bien, quoi. Donc, ça peut être un vrai problème. Je pense que là, parler de la sexualité et de ce qui se passe, des hormones, et ça, c'est vachement important. Je crois que c'est vraiment fondamental pour que l'enfant comprenne et lui donner des bouquins. Lui dire, tiens, j'ai trouvé de la doc sur les transformations de l'adolescence. Peut-être ça t'intéressera, peut-être pas, mais je te le donne. Voilà. Et pas demander est-ce que tu l'as lu, c'est pas nécessaire. Fais-moi un résumé en 2 pages, voilà. Non. Donc, en tout cas, donner la possibilité de se renseigner, ça c'est très important parce que même si sur Internet on peut trouver tout, on peut ne pas oser.
parce que la transformation est tellement énorme qu'il y a même il y a des adolescents qui se sentent coupables. Hein. Ça peut être enfin, accompagné de culpabilité, hein, de oh là là, mais est-ce que c'est bien? Parce qu'il y a des désirs qui envahissent, quoi. Tu vois? Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est ce que j'ai fait, même si je n'ai pas été excellente par rapport aux histoires de transmission par rapport à la sexualité. En tout cas, je n'ai pas hésité à dire aux enfants, vous savez, la masturbation, ça aide. Je veux dire, Ça libère. ben oui, non, mais je veux dire, c'est de l'énergie. Oui. S'il y en a trop, il y en a trop. Tout va bien, quoi. En fait, voilà, de Après, dire tout va bien. oui, mais en tant que parent, il faut être à l'aise avec sa sexualité pour pouvoir parler comme ça. Parce que dans ce cas, si on n'est pas à l'aise de parler de sa sexualité, enfin, sans parler de sa sexualité, le fait de parler de sa sexualité, si on n'est pas à l'aise soi-même avec sa sexualité, il y a forcément une sorte de blocage qui va se faire. Donc là, l'idée, ce serait, comme tu as dit, d'acheter un livre et puis de le laisser à disposition. Bah, pour entrer dans… Par exemple, moi, je sais que j'ai une de mes enfants, en fait, on avait un livre pour les enfants, une bande dessinée qui était en gros comment on faisait les bébés à travers une famille de 4 et qui attendait le 5e. Et donc, il y avait des dessins du père et de la mère tout nus, enfin voilà. Et mon enfant, en fait, ça a été son livre de chevet au moins pendant 3-4 ans. Ah C'est ouais. entre 5 et 10 ans, il y a 3 ans, là, où elle le lisait tous les jours. Et donc, c'est que ça répond à quelque chose. Hein, ça répond à une nécessité d'essayer de comprendre, de s'approprier quelque chose. Voilà, enfin, bon, là, elle était enfant. Hein, et pourtant, on en parlait, hein, de comment faire les bébés, il n'y avait pas de problème. Elle savait d'ailleurs. Mais le fait qu'il y avait des dessins, ça parlait d'anatomie, ça parlait de transformation, ça parlait du caractère des frères et sœurs qui pouvaient être jaloux, ça parlait voilà, de tout ça. En fait, pour elle, c'était important. Et c'est rigolo parce que cette BD, elle est passée dans les mains des 3, et il y en a un qui s'est resté sur le chevet pendant, je pense facilement 3 ans. Donc, ado, moi je me souviens que personnellement, ado, j'ai dévoré mes livres d'anatomie pour comprendre, tu vois, j'ai dévoré tout l'appareil génital de l'homme et de la femme, comprendre comment on est foutu, c'est quoi la différence, mais vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, tu vois, et pourquoi ceci, pourquoi Alors cela. moi, pas du tout. Hein. Moi, j'étais plutôt dans les romans Fleur bleue, tu sais, comme Barbara Cartland, ces histoires à l'eau de rose, mais avec un petit soupçon de sensualité. On peut pas dire sexe, mais tu sais, et donc je dévorais ça plutôt que mes livres de géographie et d'histoire. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc en fait, ça dépend des caractères, tu vois. Ça dépend des caractères, voilà. C'est comme les enfants qui démontent les vélos ou les pour comprendre. Toi, tu étais un peu dans cette démarche. Oui, voilà. Donc, il y a des enfants qui vont être comme toi, qui vont prendre par un biais, hein, qui est le biais relationnel et sensuel, leur recherche, en tout cas au niveau des bouquins et de l'extérieur. Et puis, il y en a comme moi qui vont avoir besoin de comprendre au niveau anatomique, quoi. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Ouais. Exactement, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a une palette, donc on ne peut pas projeter sur l'autre. Tout ce qu'on peut éventuellement faire, c'est en parler, mais avec beaucoup de… Alors moi, pareil que j'en ai pas assez parlé, enfin en tout cas, j'ai donné le sentiment qu'on ne pouvait pas parler de tout, alors que j'avais le sentiment que oui, mais voilà, on ne peut pas être à la place des autres, donc forcément, en tout cas, essayer de proposer différentes choses voilà, et de laisser la porte ouverte à de quoi as-tu besoin, plutôt que lis ça, c'est important. Voilà. Ouais. Ou arrête de lire les fleurs bleues, là, ça suffit, c'est des romans stupides. Lis plutôt ça c'est du coup… Voilà, c'est pas à toi de lui remettre un… Et puisqu'on est chez les adolescents, est-ce qu'il faut leur donner
comment ça s'appelle, aide-moi, des condoms, des préservatifs. Est-ce que c'est le Des genre de choses, préservatifs. est-ce que les parents peuvent faire ça? C'est pas la question tellement, mais oui, à partir si on voit que notre enfant est un petit peu émoustillé, enfin je sais même pas d'ailleurs si on le remarque, parce que moi par exemple pour mes enfants je l'ai pas spécialement remarqué, hein. Par contre, il y a forcément un moment où on a l'impression de parler à un mur parce qu'on ne se comprend pas. Donc ça, ce moment-là, je pense que tous les parents, à un moment X ou Y, le vivent. Mais, mais la question de parler de la sexualité ou d'apporter une information, est-ce qu'elle va jusqu'à « tiens, bah, je t'ai acheté des préservatifs ». En tout cas, là, je pense qu'il y a plein d'expériences rigolotes. Moi, j'ai un copain, il avait fait un truc qui m'avait paru incroyable. Donc, il apprend que lui, il avait l'intention de partir un week-end et il apprend que son fils, il devait avoir 16 ans, un truc comme ça, il avait une petite copine et il s'est dit « Oh là là, on part le week-end, il a une petite copine ». Et en fait, ce qu'il a fait, ça m'a fait rire. Ce qu'il a fait, il a acheté un paquet de capotes, de préservatifs. Il les a mis sur le lit comme ça. C'est-à-dire qu'il a, tu vois, comme pour il a dire, laissé l'éventail, quoi, oui. voilà, comme pour dire, vas-y mon coco, mais protège-toi. Ils n'avaient jamais parlé de petite copine, jamais parlé de sexe, jamais, jamais, jamais parlé d'amour, tu vois. Et le père, il balance comme ça à son fils des préservatifs, quoi. Et en fait, son fils, il n'était pas du tout à cet endroit-là encore. Ah oui. Ben oui, c'est ce que je te disais. Tu vois, à quel moment c'est le bon moment, quoi. Alors, ça lui a fait un peu bizarre que son père lui envoie comme ça, vas-y mon coco, mais protège-toi. Bon, c'est une manière d'aborder la chose et pourquoi pas, on fait comme on peut, hein, on peut le répéter, on fait comme il peut. En tout cas, il y a une chose qu'on oublie de parler, qui est importante par rapport justement à la découverte de soi, découverte de l'autre, hein, au niveau de l'adolescence, par rapport à la sexualité. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'avec le développement de la pornographie, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont abîmés par l'image d'eux-mêmes, l'image de l'autre. En plus, enfin moi, ça m'a jamais intéressé de regarder la pornographie. Et le peu voilà, qui est apparu comme ça en coup de vent, ça m'a hyper choqué qu'on fasse des gros plans sur les sexes. Je me dis, mais ouais, et c'est ça le truc, quoi. Et en fait, en tout cas, ce que j'ai entendu comme remarque, c'est qu'il y a beaucoup de garçons qui ont peur de ne pas être à la hauteur, du coup, qui se comparent à ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est dramatique. Et qui pensent que c'est ça, la sexualité. Voilà, et qui pensent, voilà, qui ont ce modèle-là, puisqu'on parlait tout à l'heure de la découverte de soi, le développement, etc. C'est s'ils grandissent avec cette image, c'est une image qui est faussée, parce qu'évidemment, ce qui se passe dans les films porno, que l'objectif n'est pas du tout, il n'y a pas un objectif d'amour, de partage, de choses comme ça dans les films porno. Et chez les jeunes filles, aussi une culpabilité qui peut traîner si elles font pas ci, si elles font pas ça. Et ça, c'est dur parce que après, c'est des repères qui sont pervers de ah oui, mais non, mais elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, elle m'aime mais pas. dans l'autre sens aussi, parce qu'une jeune fille, par exemple, va pouvoir peut-être penser que si elle fait des choses qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, elle sera mieux vue, plus acceptée. Et en fait, elle va pas forcément faire les choses qu'elle aime ou qu'elle aurait envie, et elle va se forcer à faire des choses qu'elle aurait vues au cinéma, quoi. Donc oui, ça c'est la cata, en fait. On voit que ça c'est la catastrophe parce qu'on s'éloigne de soi. Ben oui, c'est ça. Et c'est là où c'est important
d'être à l'écoute le maximum de nos enfants. Alors là, on est axé plus sur les adolescents, mais au fond, ça commence depuis tout petit. Absolument. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre l'adolescence pour parler sexualité. Absolument. Dans le sens où de respecter ce qu'on sent qui est bien pour nous, ce qui ne l'est pas, de respecter aussi les histoires d'âge, hein, voilà, de faire comprendre aux enfants que ben non, s'il y a quelqu'un de 12 ans qui vient vers toi et tu en as 6, c'est pas correct en fait, etc. Mais ça peut être 8 ans aussi. Hein, et ça peut être un adulte aussi. Mais est-ce que ça peut être un adulte. Parce que ça, c'est pareil, c'est un peu sur le fil du rasoir. Parce que lui dire ça, s'il n'a aucune idée de. Est-ce que ça va pas aller dans le sens contraire, tu vois? On a envie quelque part d'informer, de protéger. Et puis au fond, il n'est pas du tout demandeur de cette information. Mais est-ce qu'il faut la lui donner quand même? Mais en fait, ce n'est pas une information qui se donne, c'est une information qui se respire. Parce que l'enfant, il est avec toi à la base. D'accord? Donc, quand tu vas le toucher, quand il est tout petit, tu vas déjà donner de l'information qui est juste ou moins juste. Ah oui, c'est ce que tu disais donc, dans la précédente vidéo. Ouais. Donc, le toucher voilà. est très important. Voilà. Donc, tu vas clarifier, en fait, ce qui est juste et bon, hein, qui nourrit, dans le sens pour grandir et pour s'épanouir. Et puis, un toucher qui va plutôt être dans le sens de abîmer. D'accord ? Pas net, quelque chose de pas net, pas clair. C'est pas net et du coup, on n'est pas bien. Hein, l'enfant, c'est pas confort. Voilà. On pourrait simplement dire confort, pas confort pour un petit. Hein. Ouais. Hein, est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que c'est plutôt un peu désagréable ou voilà. Tu vois, ça peut être. Mais la tendresse, naturellement, c'est pas, ça se passe pas à mettre la main dans la culotte de l'autre. Hein. La tendresse, c'est ça, hein, chez un enfant. Hein. C'est pas donc forcément, c'est quoi qui se passe là? Tu vois, si l'autre, c'est donc c'est surtout accueillir s'il y a un témoignage déjà. Si on voit l'enfant qui reproduit ça. Lui dire par exemple, moi je connaissais quelqu'un qui m'avait dit qu'il était troublé, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, qu'il était troublé par sa petite fille qui se frottait sur sa cuisse. La petite fille, elle avait 4 ans, tu vois. Et lui, il était désemparé. Il ne savait plus quoi faire, il ne savait pas gérer, quoi. Il m'a dit, mais tu te rends compte, elle se masturbe sur moi, mais c'est ma fille. Je dis, oh là là. Non. C'est pas du tout ça qui se passe. Il y a un truc qui la démange, oui, qui correspond peut-être à un plaisir, tout ça. Toi, tu peux simplement lui dire, bah, t'es gentil, mais là, en fait, c'est ma cuisse, si tu veux, et si ça te démange, bah, va ailleurs. Voilà, moi, je sais pas. Voilà, tu vois, c'est remettre ça en douceur, comme ça. Ouais. Ça me rappelle mon expérience en fait avec mon fils qui se découvre. Je sais pas, il devait avoir 5-6 ans. Et il se touche le sexe et il s'aperçoit que ça devient tout dur. Donc c'est un peu rigolo, quoi, tu vois. Et oui, bien sûr. sauf que un jour, j'étais à côté de lui et il était dans le salon. Donc je lui ai dit, ça, c'est. Alors je me suis dit, bon, il faut que je. Déjà, je me disais, il faut que je lui dise ça d'une manière où que ce soit pas genre je l'engueule. Mais en même temps, il fallait que je lui fasse comprendre. Donc, je m'étais dit, comment je dis ça? Et je lui dis, ah voilà, alors j'ai dit, alors ça, c'est tout à fait normal, c'est super, mais je dis, c'est très important que tu ailles dans ta chambre, tranquillou, quand tu veux faire ça, parce que ça ne se fait pas devant tout le monde. Et il n'avait plus jamais recommencé, effectivement, de se tripoter et de voir, oh tiens, maman, c'est rigolo, quoi. Donc, les bébés font ça aussi, des fois, c'est rigolo, mais ils ont pas de mots dessus, rien, tu vois. Et donc, bien sûr. Là, c'est pareil, hein, en tant que parent, c'est toujours surprenant. On ne s'attend jamais à ce genre de gestes ou
j'allais dire d'activité, mais c'est quelque chose de normal, mais la découverte de soi passe aussi par la découverte. On parlait spirituellement de la découverte de soi, mais ça passe aussi par le toucher, par se toucher. On voit bien les petits qui, donc ça c'est le volet de soi à soi, c'est le petit justement qui va toucher ses doigts de pied, il va regarder ses mains pendant des heures, il va prendre ses pieds, il les met à la bouche, tout ça c'est vachement bien. Et pourquoi pas toucher à son sexe et voir ce que ça fait, quoi, et c'est rigolo. Et tant qu'il ne va pas à l'école et qu'il ne va pas déranger, j'ai envie de dire, faut se détendre avec ça vraiment, quoi. Et puis au moment où il va en société, lui dire, au fait, ça, en fait, en société, ça se fait pas. Voilà, c'est plus confortable pour tout le monde si tu fais ça dans ta chambre, parce que, voilà, ça gêne, tout simplement, ça met dans un état de gêne les autres, donc Ouais, tu ça, le fais pas à l'école. on peut le dire aussi Ben simplement que oui, ça. enfin, je veux dire, parce que c'est la vérité, ça gêne, tout simplement. Tu vois, on ne va pas commencer à élaborer tout un discours parce que d'abord, il ne va pas comprendre. Par contre, il peut sentir qu'il y a un truc qui gêne, tu vois. Oui, voilà, si on ne le dit pas et qu'on le pense, ou qu'on se met en colère, de toute façon, la gêne est là et il va le sentir Ouais, instinctivement. exactement. Bah oui, parce que lui, en fait, ce qu'il va il va percevoir, effectivement, ça peut être une colère, enfin peu importe, mais en tout cas, il va recevoir une gêne. Donc, autant le nommer tout de suite et lui dire, en fait, ça crée des gênes pour les gens qui sont en face de toi. Donc, c'est mieux que tu le fasses quand tu es tout seul. Voilà. Parce que tu commences à être grand et que, voilà, on ne touche pas son zizi en public. Voilà, puis c'est tout. Il y a pas de… je Oui, pense ça qu'il va faut pas pas plus. faire… En fait, une Non, fois qu'on a faut nommé pas en faire un ça, plat. voilà, on passe à autre chose, quoi. Il n'y a pas besoin Ah, de exactement, rester. Voilà. exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que dans le toucher justement du massage des parents, quand le petit bébé, c'est très important de masser tout le corps, qu'il n'y ait Même le pas de sexe? partie, oui, dans Ah le oui, sens, tu passes tes mains sur ouais. tout le corps, mais De la même manière, quoi. C'est-à-dire que oui, exactement, voilà. De la même manière que tu exactement. caresses le visage, tu peux faire la même chose sur Oui, le sexe, mais il ne faut pas que ce ben soit oui. uniquement le sexe. Ah bah non, Oui, oui, bah non, non, parce que mais là, il y a pas on comprend pas, tu bah vois, oui, c'est parce que ça. ça fait partie de son unité. Sinon, Ouais. si tu le sépares de son sexe, quelque part, tu vas provoquer l'inverse. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'il le récupère, Bah tu oui. vois. Donc, Bah oui, parce que quelque quand part, on c'est dit nier que ça existe, que c'est là. Le fait oui, de contourner, de passer autour, et de dire, hop, tiens, là, il y a… Et donc, c'est aussi créer une gêne là où il n'y en avait pas. exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait de toute manière quand on change un bébé. On s'en Oui, occupe bien pour le nettoyer. bah oui, oui. D'accord? Donc, à la fin de la toilette, si on passe les mains juste pour faire un petit massage, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas, enfin, que ça ne soit pas jusqu'au doigt de pied, quoi. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important pour lui donner ce sentiment d'unité et qu'il n'y a rien qui est séparé. Parce que tant que tu es dans l'unité, dans ce sentiment d'unité, tu es à nouveau dans une histoire de sécurité intérieure et tu peux te poser et tout va bien, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et ça, ce message-là, quand il est donné, offert au démarrage, c'est quand même une encre, tu vois, qui est… Hein, par contre, si l'enfant il a 1 an et que tu lui dis ah non, tu touches pas à ton zizi, arrête, nanana. Il y a un moment, En fait, tu vois. ouais, mais en parlant de miroir, c'est notre propre image du sexe, de la sexualité, Oui, oui, de ce oui, qui est bien, de ce qui est pas mal, que l'on projette en oui, fait sur l'enfant. c'est Donc, si ça. on n'est pas à l'aise avec ça, déjà, on a tendance à transmettre ça à nos enfants. De toute manière, les personnes qui sont pas à l'aise, les parents qui sont pas à l'aise avec ça, tu es d'accord que quand même, il faut qu'ils langent leurs enfants. Ben oui. D'accord? Donc, eh ben, il faut qu'ils fassent un petit effort pour que ce soit tranquille, qu'ils apprennent à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi je ne suis pas à l'aise, peut-être d'aller faire un tour, de voir qu'est-ce qui se passe, de pourquoi je ne suis pas à l'aise, ou tout simplement de se dire, de se donner du baume au cœur en disant, bon ben,
apparemment, je ne suis pas très à l'aise. Voilà, essayer de faire la paix en soi avec ça, quoi, de mettre les mains sur son cœur et de dire, bon, bah, pour mon petit, ce serait bien que je devienne de plus en plus à l'aise. Et voilà, juste en faisant cette demande intérieure j'ai envie de dire, de vous-même à vous-même, hein, chers parents ou chers éducateurs, ça va se faire, en fait. J'en suis sûre de ça. J'en suis sûre. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait la demande voilà, d'apaiser quelque chose qui n'est pas tranquille, il n'y a pas de raison que ça se fasse, quoi. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. C'est pour ça qu'on fait ce type de vidéo, d'ailleurs, hein, c'est pour rappeler d'avoir conscience de ceci ou cela, pour s'en occuper si jamais ce n'est pas aligné dans quelque chose de tranquille. Hein. Donc, pour reprendre le fil conducteur, ce que j'aime à rappeler, c'est que de mon point de vue, si il y a vraiment une sécurité intérieure chez les parents, elle va se transmettre chez l'enfant, naturellement, et de s'appuyer sur un amour inconditionnel, c'est-à-dire, quel que soit l'enfant, essayer de l'aimer comme avec tout ce qu'il propose, même ce qui vous agace. C'est-à-dire ouais. que quel que soit son âge, en fait. Et quel que soit son âge. Et c'est pas facile à l'adolescence, hein, ça, parce qu'en fait, l'adolescence, à un moment donné, il y a une chose importante, c'est que j'ai entendu, c'est dommage, je n'ai pas noté le nom de cet homme, un sociologue qui mettait l'accent sur une chose qui est très très importante. Il rappelait que, en fait, un petit qui est dans les bras du parent ou de l'éducateur, s'il n'est pas avec ses parents, donc un petit qui est nourrisson, hein, on parle. Hein. En fait, la personne qui lui donne à manger, c'est la même chose que Dieu. Du point de vue de l'enfant, tu veux dire Ouais. Oui. Ouais. C'est-à-dire que lui, il était dans un ventre où tout était parfait, au niveau de l'équilibre, chaleur, nourriture, tout était parfait. Et là, en fait, cette personne qui s'occupe de moi, eh ben, elle est entre guillemets parfaite. Comme voilà, elle s'occupe de moi, et tout seul ou toute seule, je ne survis pas. C'est mon Dieu, quoi. Je suis là grâce à cette personne. Et c'est dingue quand on y pense. Et c'est très intéressant parce que ce qu'il dit, et je trouve que c'est d'un point de vue spirituel très intéressant, ce qu'il dit, c'est que comme cette personne est son Dieu, à ce moment-là de nourrisson, en fait, la spiritualité de cette personne, de cet adulte, et la spiritualité de l'enfant, ça ne fait qu'un. D'accord ? Alors après, on rentre dans une autre strate qui est très intéressante, c'est que si la personne n'est pas en adéquation avec ce qu'elle affiche de spiritualité et ce qu'elle ressent en profond, l'enfant, c'est ça, sa spiritualité. Parce que l'enfant, il ne raisonne pas, il le ressent. Exemple, donc c'est énorme, je trouve. Exemple, je suis élevée dans une éducation catholique, je suis les cultes, mais en fait, au fond de moi, ça fait un moment que j'en ai assez. Je dis, ça aurait pu être une autre religion, hein, j'ai rien contre les catholiques. Mais au fond de moi, j'en ai assez. Je préférais, par exemple, le culte de la religion X ou Y. Mettons, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'en moi, dans le champ informationnel que je propose à ce nourrisson dans lequel il baigne, au niveau spirituel, ce que j'offre, c'est, il y a une vibration catholique, mais je ne suis pas en accord avec. Ça, c'est la spiritualité de l'enfant. Oui, tout ça se passe à un niveau inconscient, c'est-à-dire l'information que je lui transmets et vient de mes croyances, quoi. Voilà. Donc, on peut croire donner une éducation catholique, par exemple, ou autre chose, et en fait, ce qu'on donne, c'est un autre message. C'est oui, en facette, c'est catholique, mais en fait, dans le fond, pas vraiment, pas tout à fait. Voilà, il y a un peu de colère, mettons, hein, ou de la tristesse, ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est la spiritualité
de base, de profond. C'est-à-dire qu'il arrive sur Terre et c'est ça sa première empreinte. Donc c'est énorme. Il arrive à l'adolescence. Hein, donc il a grandi dans la famille catholique, blablabla. Il a fait tout comme il fallait, hein, comme les frères et sœurs, mettons, etc. Mais à l'adolescence, lui, toute la chimie là, ça fait le ménage, un tas de choses, et réapparaît sa vérité spirituelle, du moins on va en dire entre guillemets son côté spirituel, oui, hein, qui est complètement lié à cette spiritualité de base offerte au démarrage. Et donc là, on peut avoir un enfant hyper triste par rapport à ce qu'il a reçu avant, en désaccord et s'exprimer avec de la colère, mettons, enfin voilà. Et là, plus personne dans la famille comprend puisqu'il avait été le parfait petit enfant jusque-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est encore un coup de l'adolescence. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, on met dans le langage commun, oui, c'est un rapport avec l'adolescence, mais on confond. Dans notre mental, on a mis sur le dos d'une crise, comme si l'adolescent était bon, il y a quelques années où il est un peu cinglé, quoi, et après il va redevenir normal, d'accord? Oui, Mais c'est mais pas ça du c'est tout. comme la Il est crise de jamais la cinglé. quarantaine et de la cinquantaine. Il y a toujours des moments comme ça dans la vie où on met ça sur le dos d'eux. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que avec sa transformation, réapparaît du profond avec lequel il est arrivé, avec lequel il a été accueilli, réapparaît ce profond qui l'a dit, mais moi, ma spiritualité, c'est ça. Et du coup, ça peut, tu vois, Ah bah ouais, moi j'ai vécu ça. Ma mère, alors nous on était catholiques, hein, tu vois. Donc c'était catéchèse, l'église, la messe 2 à 3 fois par semaine. Enfin, je sais pas si c'était autant, mais dans mon souvenir, ça me paraissait énorme. Si ça se trouve, c'était que 2 fois une fois ou 2 fois par semaine, j'en sais rien. Bref, dans ma tête, c'était vraiment énorme. Ce qui fait que quand je suis arrivée à l'adolescence, j'avais décidé que le jour où j'aurai 18 ans, eh ben, je n'irai plus. Mais tu vois, j'ai entretenu ça tout au long de ma. Et un jour, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai explosé et j'ai eu 18 ans et j'ai dit à ma mère, youpi, à partir d'aujourd'hui, j'y vais plus. Donc j'étais toute contente d'avoir dit ça, toute contente d'avoir euh, décidé ça. Bon, je l'avais déjà décidé avant, mais comme de toute façon on n'avait pas trop le choix, hein, les adolescents d'avant et les adolescents d'aujourd'hui, on n'avait pas trop le choix. En fait, je pense que dans notre génération, on ne laissait pas l'adolescent, on n'autorisait pas l'adolescent à être adolescent. Tu passes du statut enfant à adulte. Point. C'est un peu cette impression-là. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est beaucoup plus à l'écoute de chaque étape de la vie, même si, encore une fois, on essaye de composer et de faire ce qu'on peut, hein, en tant que parent. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus bienveillant avec l'enfant, justement en vue de l'accompagner tout au long de son apprentissage. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des questions de génération, tu vois. Même nos parents, on ne les élevait pas comme nous, on a été élevés, comme nous, on a élevé nos enfants, et comme nos enfants élèveront les leurs. Oui, là c'est sûr. Là, c'est sûr, je suis bien d'accord. Mais en fait, malheureusement, je suis déçue de comment on accompagne les enfants encore, notamment les adolescents. Notamment par rapport à toutes les drogues qu'on laisse circuler, qui vraiment pour moi, il y a eu une désinformation presque, de mon point de vue,
comment dire, je dirais, enfin, il y a une désinformation qui a fait que quand même la génération de nos enfants a baigné beaucoup plus dans une ambiance de fumette ou d'alcool. Et la société a laissé ça, a laissé faire. Et voilà, le terme que je souhaitais dire, c'était, je la trouve assassine de ce point de vue-là, dans le sens où, en fait, je pense que d'une certaine manière, c'est volontaire. Et pour moi, alors je vais paraître très ringard, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ce que je constate, c'est que plus ça va, effectivement, plus les enfants qui arrivent sur Terre, qui naissent, sont des personnes plus conscientes, de mon point de vue, très clairement. Il n'y a pas que moi, puisque on parle de différents types d'enfants. Hein, aide-moi. On parle des enfants indigos, par exemple. Par exemple, des enfants arc-en-ciel, enfin voilà. Hein, c'est-à-dire des enfants qui ont une conscience déjà, qui sont capables de parler avec une conscience très très jeune, parfois des consciences qu'on acquiert à 50, 60, 70 ans, et qui sont là et qui te parlent de manière spirituelle, de manière beaucoup plus... Donc, et en fait, donc, c'est sûr pour moi que plus on va et plus les bébés qui arrivent sont évolués. Et d'avoir laissé faire ces drogues qui endorment en fait la conscience, c'est une manière d'étouffer la conscience. Et un peuple qui est conscient, c'est embarrassant parce qu'il devient maître et il a sa souveraineté. Et pour moi, il y a vraiment, du point de vue de l'organisation de la société, il y a eu une volonté de laisser faire pour que la jeunesse soit pas trop éveillée. De la même manière que les militaires, alors je ne sais plus si c'était la première guerre ou la deuxième, mais j'avais lu ça, on donnait je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on donnait une sorte de médicament pour que les militaires n'aient pas de pulsion sexuelle. Je ne sais pas si tu as cette, tu vois, donc c'est une manière de vraiment contrôler les autres. L'alimentation aujourd'hui, quand on dit d'un côté, le ministère de la Santé dit d'un côté, oui, alors faites attention, pas trop de ci, mangez des légumes, etc. Et de l'autre, autorise, par exemple, moi qui viens de Polynésie, alors j'ai jamais vérifié, mais c'est ce qui se disait. On disait, oui, mais alors tous les yaourts, les coca, les choses comme ça sont 2 fois plus sucrés dans les îles que dans les grands pays. Comment ça se fait? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Toujours est-il que quand tu donnes un message, quand le gouvernement ou le ministère de la Santé donne un message en disant il faut faire attention, etc., et puis que de l'autre, on autorise toutes sortes de cochonneries à être facilement accessibles, à des prix en plus vraiment très intéressants par rapport à un vrai produit, une vraie pomme, etc., qui va être tout de suite beaucoup plus cher, on participe à ça aussi. Ça fait des gens qui sont... qui suivent le courant, comme on leur dit, allez à gauche, hop, on va à gauche, allez à droite, et on ne prend plus les décisions nous-mêmes. Donc c'est ça, le rôle du parent, c'est ce que tu as envie de dire, le rôle du parent, de l'éducateur, c'est vraiment d'accompagner l'enfant, quel que soit son âge, à trouver sa propre voie, son propre chemin, ses propres expériences, et pas forcément suivre tout le monde à la queue leu-leu. Oui. Ouais, c'est-à-dire que bon, on sait que à l'âge du collège, entre à la préadolescence et au début de l'adolescence, c'est important d'appartenir à un groupe, de s'identifier pour se construire. C'est une manière justement d'être dans une chrysalide de groupe, on va dire. C'est une manière de trouver quand même du confort à l'école ou dans le cadre de la camaraderie pour se construire.
Et donc, ça, c'est quand même un épisode qui est nécessaire pour qu'après, l'individu, on voit bien arriver au lycée, il s'affirme davantage en individu. Au contraire, il est content d'être différent des autres et d'affirmer sa différence. Hein. Donc, ce sont des époques à accompagner. Et le parent, moi, je crois qu'il faut qu'il soit très, très ouvert à tout, mais surtout d'informer qu'effectivement, on est manipulé en fait par les autres. Hein. Par la Lui apprendre, moi j'applique publicité ça. aussi, hein, ce qu'on Oui, voit, ou ce qu'on voit pas. On a l'impression d'ailleurs de ne pas le voir, souvent la publicité, parce que c'est tellement rabâché qu'on a l'impression de ne pas la regarder. En fait, ça s'imprime en information à l'intérieur de nous. moi je me souviens au collège, il y a les histoires d'avoir des habits avec des marques. Je ne sais pas si dans les îles il y avait ça. En tout cas, mes enfants, ils ont rencontré ça. Et en fait, moi, ça a été très simple. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je te donne l'argent que je te donnerai pour t'acheter ton pantalon. Et puis, tu rajoutes ce que tu veux pour acheter la marque que tu veux. Et alors là, ça les a calmés très rapidement, je peux te dire. Ah oui, oui, non, mais ça, je crois que c'est international. Tu Enfin, vois, ouais, c'est quel que et soit c'est le pays, simple. la région, on en arrive à là. C'est l'image que l'on voit à la télé, notre chanteur préféré ou notre actrice préférée qui porte telle marque, etc. Les enfants vont être influencés et vont avoir envie de porter la même chose. Oui, en fait, il faut leur apprendre à faire de… Enfin, moi, j'ai essayé tant bien de mal voilà, de faire à ma manière des choses et avoir l'esprit critique de ça, on peut l'apprendre tout à fait jeune. Hein. Est-ce que ça te convient, est-ce que ça ne te convient pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu… Ok, on dit que c'est joli, mais toi, tu trouves ça joli? C'est quoi joli d'ailleurs? Par exemple, quand un enfant, parce qu'il y a le problème de la beauté, hein, s'aimer soi, la connaissance de soi, alors ok, tu ne te trouves pas belle, bon ou pas beau. Alors ça veut dire quoi? Ah, tu as des boutons sur la figure. Mais non, mais c'est ça en concret. Hein. En concret, on va partir de choses un peu concrètes. Hein, eh ben, je pense qu'il faut faut démystifier tout à zéro. C'est-à-dire, tu vois, de jouer carte sur table. Bon, bah, c'est quoi? On va regarder qu'est-ce qui peut te soigner. Alors, en huile essentielle, est-ce que tu veux bien mettre tous les matins un peu de cette huile essentielle pour voir si ça fonctionne? Lui donner la responsabilité plutôt que d'être victime et de vivre en victime. Voilà, de lui dire ok, alors bon, tu te trouves pas belle, okay. Est-ce que tu veux qu'on te coupe les cheveux? Est-ce que tu veux qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oui, encore une fois, comme tu l'as dit au début, c'est toujours vérifier avec l'enfant. C'est Ouais. je me sens pas belle, je me sens pas bien, je suis moche, je suis nulle, etc. D'aller creuser les questions et de trouver une solution, enfin, j'allais dire ensemble, mais en fait, non, c'est accompagner l'enfant pour qu'il trouve sa solution. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est la grosse différence hein, avec je sais pour toi. Oui. Je sais pour toi parce que voilà, j'ai envie que tu sois comme ci, j'ai envie que tu sois comme ça. Et d'ailleurs, nous, on est médecins, ce serait bien que tu sois médecin pour prendre le cabinet après quand on sera à la retraite, ce sera commode, etc. Enfin, tu vois, je dis, voilà. Là, je dis le truc, tu vois. Mais c'est vrai sur d'autres artisans, par exemple. Hein. Moi, je vois là, autour de moi, là, dans le village, des enfants qui deviennent artisans, leur papa était artisan, enfin, tu vois. Boulanger de père en fils, voilà. Voilà, c'est voilà. Et c'est OK si l'enfant il est arrivé là pour continuer, et que ça lui plaît, et que ça le passionne et qu'il est heureux, quoi, surtout. C'est ça, hein, le baromètre, en fait, c'est ça, hein, heureux, pas heureux. Hein. Donc, s'il s'ennuie, À alors là, l'aise, faut… pas à l'aise, heureux, pas heureux, voilà. Ouais, et puis s'il s'ennuie, alors là, clochette, hein, l'ennui, là, ça n'existe pas normalement. Non, mais vraiment, l'ennui, ça ne peut pas exister parce que la vie, en fait, c'est quelque chose qui émerge et qui vibre. D'accord? Je le répète encore dans cette vidéo, mais on est vraiment de l'énergie. Et quand elle est vivante, quand elle est créatrice, cette énergie, elle vibre. Hein, donc, elle ne peut pas s'ennuyer parce qu'elle a toujours envie d'apprendre et de faire et de proposer. C'est une source comme ça. C'est une source hein, qui, voilà.
Voilà, voilà, on se nourrit et on émane. On se nourrit et on émane. Alors, c'est vrai d'énergie, c'est vrai de la lumière, c'est vrai de tout, hein, de l'information qu'on Donc, notre reçoit. enfant qui nous dit « je m'ennuie », je lui dis quoi? Je lui dis « trouve autre chose à faire » ou « ne fais Non, rien ». ah non, ça c'est autre chose. L'enfant qui s'ennuie, ça c'est autre chose. C'est que l'enfant qui s'ennuie, parce que l'ennui, cet ennui-là, il est chouette. Je ne sais pas comment dire. Alors, en fait, quelquefois, on donne comme vocabulaire à l'enfant le moment où il fait rien. On lui dit ça, c'est de l'ennui. On est responsable de ce vocabulaire-là. Quand un enfant te dit je m'ennuie parce qu'il n'a rien à faire, ça, c'est notre responsabilité de lui avoir fait croire que c'était ça l'ennui. Or, dans les phases d'une journée, c'est tout à fait normal qu'il y ait des pauses pour intégrer. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas, qu'on a très très peu, la notion d'intégration. Et c'est très important, c'est-à-dire, j'ai de l'information, je la travaille, je la malaxe, voilà, et tout ça, et puis voilà, il y a quelque chose qui se produit, ben après, il y a un temps d'intégration. Et puis, ça fait comme ça, une petite pause, comme ça. Et à nouveau, hop, il y a une nouvelle vague qui se forme. Et voilà, et on prend la vague, je malaxe, je crée, je transforme, j'apprends, j'élabore, et tout ça, il se passe quelque chose, et hop, il y a un repos, et puis il y a un temps d'intégration. C'est-à-dire repos et temps d'intégration, c'est encore deux choses différentes. Or, souvent, on voit dans l'emploi du temps d'enfants, le mercredi, quand ils n'ont pas d'école, c'est 14 heures. Tout s'enchaîne, voilà, tout s'enchaîne et il n'y a pas de temps de pause. Voilà. Alors, il n'y a pas de temps de pause pour se reposer et il n'y a pas de temps d'intégration. Et l'intégration, c'est la rêverie, c'est regarder le jardin en ayant l'air bête. Peu importe, c'est traîner avec un copain dans le jardin et on ne fait rien. Il y a une image de Charlie Brown comme ça que j'adore, tu sais, le dessin animé. Et alors, tu as le chien, tu as Peanut qui est devant un arbre et visiblement, tu as des feuilles qui tombent et puis il est comme ça. Et donc, le petit garçon arrive et il dit c'est ridicule de regarder les feuilles tomber. Et puis le chien, il bouge pas. Et l'image d'après, on a une petite bulle qui dit j'adore regarder les feuilles tomber, tu vois, un truc comme ça. C'est merveilleux. Mais tu vois, alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux phrases que tu as nommées, tu as un jugement et tu as un état d'être. Oui. J'adore. On est sur deux plans complètement différents. Et ça, c'est deux visions différentes. Ouais. Voilà. Mais on est aussi sur deux plans différents. Ouais. Le premier plan, il est au niveau du mental. Il faut faire ça, c'est bien de se faire, c'est intelligent de et tu as un autre qui est sur un plan contemplatif. Tu vois, donc qui est beaucoup plus haut en vibration et en spiritualité. Et qui va sur le thème d'être bien, d'être. C'est ça. J'adore. Voilà, je suis en adéquation avec mon cœur, je suis bien. Voilà. Voilà. Et de ce fait, le jugement de l'autre ne l'atteint pas du tout. Ça, c'est merveilleux. Absolument. Ouais. Bah oui. Oui, parce que lui, il a un autre niveau. Donc, il regarde ça de plus haut, il dit bon. Ton petit problème, là, moi j'adore, je suis bien. Bon, en tout cas, il nous reste 3 minutes, Caroline. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur ce chemin de vie, l'accompagnement? Alors, on a vu on a un rôle, l'éducateur, le parent a un rôle très important parce que selon ce qu'il ressent et selon ce qu'il transmet, et puis la façon dont aussi on dit les choses, c'est très, très important. Si on devait résumer ça en 2-3 minutes, là, qu'est-ce que tu dirais aux parents et aux éducateurs? Alors, accompagner, c'est pas prendre la main et tirer le bras. C'est plus donner un appui
et éventuellement donner des réponses ou des objets, mais donner un appui sur lequel la main peut se poser à un moment donné s'il y a besoin pour pouvoir faire le pas. Voilà, ça peut être une image. C'est vrai pour le choix du chemin de vie. Alors, si on essaye de prendre soin depuis l'écrin du bébé jusqu'à la fin de l'adolescence, c'est-à-dire que l'enfant garde le fil de ce qui l'intéresse. Hein. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire de son intérêt en fait dans la vie. Hein. On va voir qu'il ne va jamais parler d'ennui, hein, parce que quand il aura, après sa phase d'intégration, il va dire « Oh, maintenant, maman, j'ai envie d'aller cueillir des cerises. » Voilà, et puis c'est parti, hop. Donc, voilà, si on pouvait autant que possible écouter, hein, écouter et recevoir ce que propose l'enfant. Voilà. Et ne pas le voir comme un tout petit être impuissant, etc. Un être puissant et qui peut prendre des décisions. Ouais. En fait, il arrive avec sa souveraineté. Hein. Il est entier, il est une unité. D'accord? Donc, essayer de sauvegarder ça parce que, d'une certaine manière, il sait ce qui est bon pour lui. Mieux que nous. Hein? C'est-à-dire, si il ne peut pas supporter d'être gardé par une certaine personne, il faut le respecter, ça. Même si dans notre logique, ah oui, mais c'est bien pratique, elle est moins chère que l'autre, patati tatata. Il faut écouter l'enfant parce qu'il sait ce qui est bon pour lui. Et lui, il perçoit des choses qui sont... Moi, j'ai fait cette erreur, par exemple. J'ai pas vu une dame qui a gardé mon enfant. Elle était correcte, mais pas sa sœur. Et mon enfant, en fait, il pleurait à chaque fois que je le laissais. Et la société me disait, enfin, Caroline, il essaye de te manipuler, enfin, tu vois bien, parce qu'il ne veut pas que tu le quittes. Puis en dedans, moi, c'était... je ne suis pas sûre que ce soit ce que les copines disent. J'étais pas bien. Ben, ça a été dramatique après. Hein. On l'a récupéré de justesse, le fils. Donc, écouter son enfant, s'écouter, voir où on est à l'aise, où on est bien. En fait, ça, c'est vraiment la clé, quoi. Ben, merci, Caroline. Plein de belles choses pour la suite. Qui sait, hein, on en fera peut-être d'autres de vidéos. Hein. À bientôt. À bientôt. Merci, Lénaïque. À très bientôt.